finalement, quand il promet de régler la guerre en 24 heures, peut-être qu'il ne se rend pas compte que les enjeux et les antagonismes et la détestation entre ce bloc occidental et la Russie et ses alliés sont tels que ça va être très long, voire même ça va être quasiment impossible à régler. Bonjour Charles. Bonjour Julie, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité sur l'Ukraine. Mais avant de commencer, Charles, tu as une grande nouvelle à nous faire. Oui, une excellente nouvelle, une grande nouvelle, la sortie en kiosque de notre nouveau magazine Congo, silence on tue. Alors dans ce magazine, du contenu exclusif puisqu'il est le résultat de 3 semaines passées par Régis et un de nos cadreurs, Abdullah, en République démocratique du Congo, en particulier dans la zone est du Kivu, qui est une zone, il faut bien l'avouer, qui est aujourd'hui le plus grand martyr, le plus grand génocide du XXIe siècle, avec, selon les estimations de l'ONU et des ONG, près de 10 millions de morts en 30 ans, avec le pillage systématique par des bandes armées soutenues par le Rwanda, des mines de coltan, de cobalt, d'or de la République démocratique du Congo. Donc nous avons enquêté sur place, nous avons fait appel aussi, comme d'habitude dans nos magazines, aux meilleurs analystes, aux meilleurs experts de terrain pour livrer, pour lever le voile sur un sujet qui est tabou en Europe, puisque le Rwanda est extrêmement actif pour cacher ses pillages, cacher ses massacres. Il fait une communication extrêmement active en Europe, en particulier en France. Et donc on a souhaité vraiment expliquer à nos lecteurs la réalité du terrain avec des histoires terribles de femmes violées, d'enfants déplacés, jetés dans des camps de réfugiés. Et c'est une urgence qui, quand on regarde Gaza, évidemment, passe au 2e, au 3e, voire même au 4e plan, mais qui, je le dis, concerne 10 millions de victimes en 30 ans, des centaines de milliers de déplacés. Et donc, fidèle à notre tradition et à notre ligne éditoriale, nous avons été sur place pour briser le tabou de ces massacres à grande échelle et ramener un magazine qui est exceptionnel. Voilà. Donc, si nos auditeurs souhaitent nous soutenir et qu'on poursuive notre travail, eh bien, c'est le moment de vous rendre en kiosque ou alors de vous abonner via notre site internet www.omertamedia.fr. J'ajoute que pour ceux qui peuvent s'abonner, pour nous, évidemment, c'est toujours préférable parce que ça nous donne de la stabilité et de la visibilité. Je rappelle que Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique. Nous vivons grâce au soutien de nos lecteurs, de nos auditeurs. Et donc, c'est le moment concrètement de nous aider à vos kiosques ou alors abonnez-vous via notre site internet. Donc un magazine dans plus de 5000 kiosques partout en France et un nouveau documentaire sur l'application Omerta. Absolument. Très bien. Et bien maintenant, rentrons dans le cœur du sujet de cette émission d'actualité. Faisons un petit point sur notamment les déclarations récentes de Donald Trump lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Mais avant cela, pour commencer, ce mercredi, Volodymyr Zelensky a déclaré devant l'ONU qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre la Moldavie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie cette déclaration? En quoi la Moldavie est stratégique dans le conflit russo-ukrainien? Alors d'abord, il faut rappeler que la Moldavie, c'est un petit pays assez pauvre qui est situé entre l'est de la Roumanie et l'ouest de l'Ukraine. C'est un pays qui est d'ailleurs un pays considéré comme frère de la Roumanie et qui aujourd'hui est devenu stratégique parce qu'il y a des élections législatives dans quelques jours dans tout le pays et qu'en gros s'affrontent deux partis, l'un plutôt russophile et l'autre clairement europhile, soutenu par l'Union européenne. C'est le même scénario un petit peu qu'on retrouve dans d'autres pays d'Europe. Et c'est un enjeu parce que c'est une région qui est frontalière de l'Ukraine. C'est une région aussi, contrairement à la Roumanie, beaucoup de Moldaves sont russophones. La plupart des Moldaves d'ailleurs sont russophones. Beaucoup d'entre eux sont russophiles. Il y a une énorme diaspora moldave en Russie depuis des dizaines d'années, en fait, parce que c'est un pays qui faisait partie de l'Union soviétique. Il y a énormément de Moldaves
qui ont trouvé du travail en Russie, qui font vivre leur famille restée en Moldavie grâce à l'argent gagné en Russie. Et donc, pour l'Union européenne, pour Volodymyr Zelensky, par ricochet, c'est un pays qui pourrait basculer dans la sphère d'influence russe. Aujourd'hui, Maia Sandu, la première ministre, est clairement du côté de l'Union européenne. C'est un pion de Bruxelles dans cette région de l'Europe. Et donc, les Occidentaux, les leaders occidentaux ont très peur du basculement de la Moldavie dans la sphère d'influence russe, parce que se posait le même problème en Roumanie, sauf que la Roumanie est, il faut le dire, assez russophobe. La Moldavie, bien qu'étant un peuple frère du peuple roumain, c'est un pays qui est au contraire extrêmement russophile. Donc il y a un vrai risque qui n'existait pas vraiment en Roumanie. Ça n'a pas empêché d'ailleurs Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen de s'impliquer dans les élections en Roumanie pour faire chuter le candidat, d'ailleurs trumpiste, George Semyon, qui n'était pas du tout russophile, qui a été accusé à tort par les leaders occidentaux, Macron et von der Leyen, d'être un pion de Moscou. En réalité, pas du tout. Quand on regarde son parcours, ses écrits, d'où il vient, sa formation politique et la culture roumaine, on était sur un allié de Donald Trump, sur quelqu'un qui se revendiquait du Trumpiste, comme Viktor Orban, comme d'autres, mais pas du tout sur un russophile et un allié de Moscou. Donc ce scénario en Roumanie, il a été instrumentalisé par Emmanuel Macron pour éviter en fait que la Roumanie bascule dans le camp de Trump, dans ce qu'il appelle l'international réactionnaire. Mais en Moldavie, c'est un peu différent. La Moldavie, elle peut rejoindre la sphère d'influence de Moscou. Donc Trump ou Poutine, de toute façon, pour les élites mondialistes de Paris, de Bruxelles, les deux sont, des scénarios cauchemardesques. Et donc, il faut bloquer systématiquement les candidats qui ne correspondent pas exactement à la ligne de Bruxelles, à la ligne de Paris. Donc maintenant, c'est le tour de la Moldavie. Et la Moldavie, effectivement, on n'est plus sur du Trumpisme, on est sur un pays qui peut rejoindre le camp de Moscou. Il faut rappeler aussi qu'en Moldavie, à l'est de la Moldavie, donc vraiment dans la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, il y a cette région de la Transnistrie qui est peuplée non pas de latins, les Moldaves sont des latins, mais qui est peuplée de Slaves, et qui, depuis la chute de l'Union soviétique, est sous, on peut dire, un peu l'administration, le protectorat de Moscou, puisque depuis plus de 30 ans, suite à un conflit entre les habitants de la Transnistrie et l'armée moldave, Moscou y stationne des hommes, et y stationne d'ailleurs l'un des plus grands dépôts de munitions soviétiques de toute l'Europe. En fait, on peut dire d'ailleurs aussi de toute la Russie, et que c'est une région militairement aussi stratégique, parce qu'il y a une présence de l'armée russe. En fait, la présence de l'armée russe ne s'arrête pas au Donbass. La présence de l'armée russe, elle est en fait beaucoup plus à l'ouest de l'Ukraine, sur la frontière ouest de l'Ukraine. Et c'est aussi un enjeu pour les Ukrainiens, pour les Européens. Non pas que les Russes puissent lancer une offensive à partir de la Transnistrie, c'est impossible, ils n'ont pas assez d'hommes. Mais c'est quand même un caillou dans la chaussure, cette présence russe qui contraint les Européens à maintenir des troupes dans la région, qui contraint les Ukrainiens aussi à maintenir des troupes dans l'ouest de l'Ukraine, et qui parfois leur fait les fait rêver à une offensive qui viendrait anéantir cette armée russe présente en Transnistrie. Et donc c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui n'est pas tellement évoqué, mais cette problématique de la Moldavie, de la Transnistrie, c'est un vrai sujet qui est au cœur de la guerre russo-ukrainienne. Et on voit bien l'enjeu là pour les Européens, et c'est relayé par Zelensky, mais Emmanuel Macron est extrêmement actif, on en reparlera depuis longtemps en Moldavie. C'est de tout faire, quitte à manipuler l'opinion internationale, à manipuler l'opinion moldave, à empêcher la diaspora moldave présente à l'étranger de pouvoir voter, comme c'est le cas pour la plupart des pays. Quand on est résident français à l'étranger, on est enregistré à l'ambassade, on peut voter à toutes les élections, que ce soit législatives, que ce soit l'équivalent des élections régionales pour les Français à l'étranger, les élections présidentielles. On peut voter dans son ambassade. Pour les Moldaves, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible parce que la diaspora moldave, elle est russophile. Donc il y a ce contexte un peu de pression, de manipulation de l'Occident sur la Moldavie, parce que si la Moldavie bascule côté russe, ce qui encore une fois est tout à fait faisable, eh bien ce sera un nouveau camouflet
pour l'Union européenne, et ce sera, je dirais, une aiguille enfoncée un peu plus profondément dans le dos de Volodymyr Zelensky, dont l'attention évidemment est concentrée par la situation sur le front de l'Est de l'Ukraine. Donc une affaire à suivre dans 4 jours avec les élections moldaves. Oui, on va retraiter de cette question moldave, on va la développer parce que ça paraît anecdotique, parce que c'est vrai que la Moldavie, c'est pas très connu, mais c'est vraiment un petit pays. Les gens sont sympathiques, sont très gentils, mais c'est un petit pays. En réalité, c'est un pays stratégique, l'enjeu est stratégique, et donc on va y revenir sur cette chaîne. De son côté, Donald Trump, lui, a affirmé que l'Ukraine pouvait récupérer ses frontières d'avant-guerre de 2022. Une déclaration forte. Pourquoi a-t-il déclaré ça, selon vous? Alors, il y a à mon avis 2 choses. Il y a une certaine lassitude de Donald Trump qui s'était engagé à régler cette guerre en 24 heures. On voit que c'était évidemment une promesse électorale, mais ça, tous les candidats à la présidentielle dans n'importe quel pays du monde font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. En réalité, Donald Trump a les moyens, parce que l'Amérique il a quand même la première puissance militaire du monde, de régler un certain nombre de conflits partout dans le monde en usant d'un rapport de force et quasiment en imposant ses vues aux belligérants. Ça, c'est tout à fait... il l'a d'ailleurs fait à plusieurs reprises. Il y a 2 situations qui lui posent problème. La première situation, c'est la guerre entre Israël et le Hamas, la situation avec les Palestiniens. Ça lui pose problème parce que l'allié israélien est difficilement... c'est un allié qu'on ne peut pas contredire, qui ne souffre pas la contradiction, et que Donald Trump, pour des raisons familiales et stratégiques et historiques, est obligé de soutenir. Un de ses gendres est à la double nationalité israélienne, c'est un ashkénaze conservateur, extrêmement pro-israélien, qui fait vraiment partie de la mouvance de l'extrême droite israélienne. Donc il y a des raisons familiales qui expliquent que Donald Trump a du mal à contredire, voire à bloquer, voire à exercer une forme de pression sur Benjamin Netanyahou. Mais il y a aussi des raisons, politiques et stratégiques. C'est que le lobby israélien à Washington est extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est la fameuse AIPAC. Il y a des lobbies très puissants, notamment dans les parlements, au sein du Congrès, au sein du Sénat, au sein de l'administration américaine. Et Donald Trump est gêné, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui souvent fait preuve de bon sens, qui finalement est aussi assez humain, mais qui doit maintenir des équilibres en interne entre, il y a bientôt les midterms, la plupart du Congrès est extrêmement pro-israélien, donc il ne peut pas il doit prendre des gants, il doit prendre des pincettes en réalité avec ce sujet. Le deuxième sujet avec lequel il rencontre des difficultés, c'est évidemment ce conflit russo-ukrainien. Dans ce conflit russo-ukrainien, on a d'un côté la Russie qui est une très grande puissance militaire, une très grande évidemment puissance nucléaire, et de l'autre côté, l'Ukraine qui est soutenue par un bloc politique qui compte aussi, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, soutenu par les pays de l'Union européenne. C'est comme l'Ukraine n'est pas seule, et finalement il s'est constitué un bloc occidental autour de l'Ukraine que Donald Trump doit aussi prendre en compte. Et finalement, quand il promet de régler la guerre en 24 heures, peut-être qu'il ne se rend pas compte que les enjeux et les antagonismes et la détestation entre ce bloc occidental et la Russie et ses alliés sont tels que ça va être très long, voire même ça va être quasiment impossible à régler. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donald Trump a compris que ni les Russes ni les Ukrainiens ne voulaient d'une paix aujourd'hui, qu'on était d'un côté comme de l'autre dans des éléments de langage et de communication, mais qu'il n'y avait pas de langage commun et que les deux n'étaient pas prêts à se mettre sérieusement autour d'une table pour discuter. Les vues sont extrêmement opposées entre les deux parties. Et il est vraisemblable que Donald Trump ait compris qu'il pourrait re-rentrer dans le jeu une fois que l'une des deux parties aurait pris l'avantage sur l'autre sur le terrain militaire. Donald Trump a même été un peu plus loin dans ses déclarations. Il a qualifié la Russie de tigre de papier, propos que le Kremlin n'a pas trop apprécié. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette tension qu'il y a dans ces déclarations? Comment on explique un tel changement de comportement vis-à-vis de la Russie? À mon avis, Donald Trump essaie de prendre du recul. Il a fait quelques erreurs sur la scène moyen-orientale, notamment liées à ses prises de position
quasiment systématiquement aligné sur l'État d'Israël. Il a aussi, en laissant faire les frappes israéliennes sur le Qatar, il s'est mis à dos une partie des pays du Moyen-Orient, des monarchies pétrolières qui considéraient les États-Unis comme un allié fiable et pour qui des frappes israéliennes à Doha, au cœur du Qatar, étaient tout simplement impossibles parce que les Américains n'auraient jamais permis cela. Ces pays ont été très déçus. Et aujourd'hui, Donald Trump, qui sur le plan national arrive à, je dirais, à tenir une certaine majorité, une certaine dynamique autour de ses mesures et de sa politique, sur la scène internationale, c'est extrêmement contrasté. Et il est en recul net au Moyen-Orient, alors qu'il était au contraire par rapport à l'administration Biden, par rapport à son prédécesseur, il était bien vu parce qu'il porte des valeurs contraires à celles du wokisme, parce qu'il n'est pas internationaliste, il n'a pas la vision de l'Amérique Empire, il est plutôt, je dirais, protectionniste. Donc tout ça a été bien vu. Ce n'est pas un donneur de leçons. Mais là, avec ses reculs successifs, ses erreurs, il est, je pense, obligé de maintenir un équilibre. Et pour maintenir l'équilibre dans ce conflit russo-ukrainien, il a besoin en fait de prendre du recul, d'en sortir, et je dirais de donner des gages aux Russes, de donner des gages à l'Ukraine et à ses alliés occidentaux, et finalement de les laisser, un peu comme on laisse un match de boxe ou un match de MMA se dérouler. En fait, l'arbitre doit prendre du recul et doit laisser la phase de frappe. On frappe, on reçoit les coups, et on voit en fait qui commence à faiblir, qui met un genou à terre, et quand il est temps d'arrêter le combat. Aujourd'hui, son problème, c'est qu'il a essayé d'arbitrer alors que les deux sont en train de se donner des coups et de se frapper. Mais il ne pouvait pas le savoir non plus. C'est-à-dire qu'il est rentré, il n'était pas aux commandes, il est arrivé, il a essayé de bien faire, et il s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas le bon moment. Donc aujourd'hui, dans ses déclarations, qui je pense n'inquiètent pas les Russes, parce que les Russes sont en contact avec l'administration Trump depuis très longtemps, donc en fait, il y a ce qui est dit à la face du monde et il y a ce qui est dit en off. Il y a le on et le off, l'officiel, l'officieux. Les Russes, et on ne le sait pas, ont toute la partie officieuse, tout ce qui s'est dit dans les salons, dans les réunions, etc. Là, on est dans des éléments de communication, c'est pour ça que la réaction russe est vraiment assez faible en réalité. On est Donald Trump, puisque les Occidentaux sont à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Il est en train de rassurer les Européens pour en fait ne pas se les mettre trop à dos, et même si, je dirais, il a engagé avec eux un certain nombre de rapports de force, J.D. Vance à Munich sur la question des valeurs, la question de la hausse des tarifs douaniers, là il essaie un petit peu de gagner du temps et de les rassurer. Et évidemment tout ça est interprété par Zelensky et par les Européens comme d'habitude au premier degré, c'est-à-dire qu'ils essaient à partir des déclarations de Donald Trump d'en faire à la face du monde un élément de communication en expliquant que maintenant tout le monde doit se ranger derrière les déclarations de Donald Trump, qui sont d'ailleurs tronquées, on va y revenir un peu plus tard. On a retenu dans les médias mainstream que 2 phrases. En réalité, la déclaration était un peu plus complète. Pour clarifier un petit peu aussi ce terme de tigre de papier, on se rend souvent sur le terrain pour faire des documentaires. Tu y es allé récemment, tu comptes y retourner. Est-ce que Moscou est un tigre de papier sur le terrain ? Alors, ce qu'il faut regarder, c'est la situation en ce moment, pour, je dirais, pas repartir trop en arrière. Au moment où Donald Trump fait cette déclaration, il faut regarder la situation sur le front. La situation sur le front est la suivante. C'est un front qui est encore, je dirais, qui ne connaît pas d'avancée fulgurante, mais ça, on y est habitué et on sait pourquoi. La présence des drones, les forteresses organisées par l'armée ukrainienne depuis 2014 dans le Donbass sur une ligne de 150 km de large. En fait, à chaque point d'appui dans cette zone qui est extrêmement industrialisée, les Ukrainiens ont organisé des défenses depuis 2014 dans quasiment chaque localité. Donc, ces combats sont très intenses, c'est des combats urbains. Il y a l'apparition des drones qui empêchent les blindés et l'artillerie de fonctionner comme en temps normal, comme les guerres d'avant finalement. Donc techniquement, ça se comprend. Mais quand on regarde ce qui est en train de se passer en ce moment, il y a 3 points qui sont très actifs. Le premier, c'est Kupiansk. Kupiansk, c'est le front nord de Lugansk. C'est une zone qui avait été évacuée par l'armée russe et où l'armée russe est à nouveau présente jusqu'à encercler quasiment maintenant la ville de Kupiansk. Ce qui est un marqueur très fort, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est le premier marqueur
les Russes reviennent à Kupiansk. Derrière Kupiansk, il y a Liman. Derrière Liman, il y a Kharkov. Et donc, c'est une avancée, c'est une prise en tenaille de la ville qui n'a pas encore provoqué sa chute, mais qui est extrêmement inquiétante pour l'armée ukrainienne et qui va être un des marqueurs militaires, une victoire militaire certainement tactiquement très importante et aussi dans la guerre de communication très importante. Il y a un autre point qui, là aussi, a beaucoup bougé et dont les médias mainstream ne parlent pas parce que ce n'est pas à l'avantage de l'Ukraine, c'est la ville de Pokrovsk. Ce nœud logistique, cette ville, des villes vraiment très importantes du Donbass, avant Kramatorsk et Slaviansk. Pokrovsk aujourd'hui est quasiment encerclé par l'armée russe et l'armée russe a pénétré dans la ville de Pokrovsk. Donc il y a quelques semaines, on était encore en périphérie, les Russes s'accrochaient sur des défenses extrêmement bien fortifiées à l'extérieur de Pokrovsk. Aujourd'hui, les Russes sont dans Pokrovsk. Donc ça, c'est un marqueur aussi très important. Le troisième marqueur, c'est dans cette région de Dnipropetrovsk, qui est une 5e région. On parle souvent des 4 régions revendiquées par la Russie et intégrées administrativement, juridiquement par la Fédération de Russie. Lugansk, Donetsk, Zaporozhye et Kherson. Mais là, on est sur une 5e région qui n'a pas été revendiquée par les Russes pour le moment, qui est la région de Dnipropetrovsk, et sur lesquelles les Russes ont réalisé des avancées assez importantes. Si les autres secteurs du front sont assez figés, on voit que les Russes, sur ces 3 axes, concentrent leurs efforts. Il faut rappeler que l'armée russe est très peu engagée dans ce conflit. 50% des effectifs qui se battent, et tu l'as vu d'ailleurs sur le front russe, côté russe, ce sont des volontaires. Ce sont des gens qui ont signé des contrats, qui étaient des civils, qui ont signé des contrats, qui se sont engagés pour servir un peu d'auxiliaire, mais qui sont engagés en première ligne. Ce qui veut dire que l'armée russe, que ce soit humainement et techniquement, elle est engagée, mais assez peu dans ce conflit. Aussi parce que les Russes ont compris que dans cette guerre d'attrition, ils ont 2 priorités: détruire l'armée ukrainienne où qu'elle se trouve, et deuxièmement, c'est progresser sans engager des effectifs qui provoquent une saignée de l'armée russe. C'est la raison pour laquelle aussi c'est assez lent. C'est que les Russes utilisent beaucoup les drones, mais que quand ils prennent d'assaut des immeubles, ils le font avec parcimonie, avec quelques hommes, quelques dizaines d'hommes. C'est pas du tout des régiments qui partent à l'assaut comme ça, comme à Stalingrad ou comme sur des... Pas du tout. Donc, je dirais, le rythme de la guerre qui s'est installé côté russe comme côté ukrainien, il est organisé, il est voulu, il est assumé par les 2 armées. Voilà. Mais sur ces 3 points, je dirais, comme dans des blessures un peu ouvertes, les Russes sont en train d'enfoncer leur poignard. Et Dnipropetrovsk, c'est encore de la campagne, c'est un paysage, une zone assez rurale. En revanche, Kupiansk et Pokrovsk, ces 2 villes, lorsqu'elles vont tomber, vont faire très mal à l'armée ukrainienne. C'est aussi un des objectifs de Vladimir Poutine, en fait, c'est de forcer l'Ukraine à venir à la table des négociations aux conditions russes. Mais cela n'est possible qu'avec des victoires militaires significatives. Et tant qu'il n'y a pas ces victoires militaires, pour les Russes, il est inenvisageable, dans les conditions et dans l'état d'esprit qui est celui des Ukrainiens, de négocier quoi que ce soit. Donc selon toi, la Russie ne céderait aucun territoire pour mettre fin à la guerre, comme le laisse sous-entendre Donald Trump? Non, mais d'ailleurs, Donald Trump le sait très bien, puisqu'il a eu des conversations privées avec Vladimir Poutine, ses équipes lui ont expliqué. Il sait très bien que c'est impossible. Mais je dirais, il y a en fait, c'est une conviction personnelle, mais sur Omerta, on s'est heureusement rarement trompé sur nos analyses du conflit. Je pense que Donald Trump manipule les Européens depuis le début, en soufflant le chaud, le froid, en rassurant et en menaçant, en allant voir Poutine. Là, on a l'impression qu'il essaie, avec cette présence des Européens à New York, en fait, de les rassurer, sachant très bien, pour être en fait irréprochable. Et pour laisser les Russes, c'est ce que demandait Poutine, régler leur compte avec les Européens et avec les Ukrainiens en Ukraine. C'est ce que demandait Poutine, c'est ce que Trump lui a donné d'ailleurs. Il avait mis un ultimatum à 50 jours qui expirait fin août, qui laissait à Vladimir Poutine 50 jours pour continuer à faire la guerre. Et on voit qu'au bout de cet ultimatum, et nous l'avions dit, il ne s'est rien passé. Et que là, en réalité, ce que Donald Trump dit, c'est aux Européens, c'est vous avez le droit de vous défendre et de défendre l'Ukraine. Et on verra si vous arrivez à prendre le dessus. Et il sait très bien que
et il les prend aussi un peu pour des idiots, mais ce n'est pas compris comme ça par les Européens, parce que les Européens ont besoin de ramener Donald Trump de leur côté pour essayer de se rallier plus de pays, je dirais, essayer d'isoler la Russie. Tout le monde sait très bien que jamais l'armée ukrainienne ne remettra un pied dans les régions de Donetsk, Lugansk ou ailleurs. Tu parlais également de certaines déclarations de Donald Trump plus mises en avant que d'autres par les Occidentaux. C'est le cas par exemple de celle où il appelle les pays européens à boycotter une nouvelle fois le pétrole russe et à fragiliser son économie. Quelle est la réelle intention de Donald Trump en faisant ça et est-ce que tu penses qu'il va y avoir un réel impact? Comme sur tout le reste, en fait, il essaie de gagner du temps. Les Européens lui ont reproché par médias interposés de ne pas imposer de sanctions supplémentaires à la Russie, de ne pas sanctionner l'Inde, de ne pas sanctionner la Chine, etc. Et Donald Trump, très intelligemment, parce que c'est un brillant tacticien, les ramène face à leurs responsabilités, face à la réalité, en disant « je sanctionnerai, je pourrai sanctionner, une fois que vous arrêterez d'acheter du pétrole ou du gaz à la Russie », ce qui aujourd'hui est le cas de manière directe, et de manière indirecte, via des pays comme l'Inde d'ailleurs. Et donc, je dirais, c'est très bien joué parce que ça laisse du temps finalement encore à Poutine. Quelque part, ça pousse aussi les Européens, et c'est pas exclu d'ailleurs, à abandonner les approvisionnements venant de Russie pour se tourner vers un approvisionnement américain. Il y a du pétrole américain qui est, je dirais, disponible. Il y a le gaz de schiste qui est beaucoup plus cher, mais que les Européens achètent aussi. Il y a le gaz liquéfié aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est encore, je dirais, c'est un peu comme en aïkido, c'est utiliser la force de l'adversaire pour en faire sa faiblesse. Donc les Européens parlent de sanctions. Donald Trump leur dit « Ok, mais alors arrêtez le pétrole et je sanctionne ». Voilà, en gros. Ce qui évidemment est compliqué à réaliser, sachant que les Européens qui parlent de sanctions, qui décrivent Poutine comme un nouvel Hitler, etc., n'ont jamais cessé depuis le début de la guerre d'acheter du pétrole, du gaz, de l'uranium enrichi pour les Français à la Russie, et un certain nombre de choses, de minerais aussi, que les Russes discrètement continuent à vendre aux Européens, aux Occidentaux. Et donc, voilà. Donc, pour Trump, c'est gagner du temps et je dirais, et quelque part, gêner un peu les Européens en les mettant face à leurs responsabilités. Donald Trump a également évoqué l'intention de l'Ukraine d'exporter ses armes, comme les drones marins par exemple. Pourquoi a-t-il évoqué cela ? Alors, pour une raison objective, c'est que les Ukrainiens, comme les Russes, sont devenus vraiment les meilleurs techniciens, les meilleurs utilisateurs des drones, que ce soit des drones terrestres, des drones aériens ou des drones maritimes. Au point d'ailleurs que les armées occidentales sont vraiment, je dirais, très en retard, que ce soit dans le secteur des drones, mais dans tous les secteurs de la guerre. Aujourd'hui, malgré la qualité des soldats, des sous-officiers, des officiers français, il y en a très peu qui ont connu des situations de combat, qui ont connu le feu, qui ont connu le feu de l'artillerie, qui ont connu des situations, je dirais, sérieuses. Les deux seules armées dans le monde à pouvoir le faire, à en avoir la connaissance et la théorique et la connaissance pratique, c'est l'armée ukrainienne et l'armée russe. Donc les deux armées ont développé un certain nombre de produits, dont les drones, qui ont été, dont les adaptations sont le fruit de l'enseignement tiré du terrain et de conditions réelles. Et donc, c'est vrai que c'est une source je dirais, de profit potentiel pour l'Ukraine, bien que l'industrie militaire ukrainienne soit dans une situation compliquée parce que dès que les Russes repèrent une usine, ils la frappent systématiquement avec des missiles balistiques ou avec des drones. Mais je dirais les Ukrainiens pourraient même produire en dehors de l'Ukraine. Donc, je dirais ça peut présenter un intérêt, y compris pour l'armée américaine. Ce qu'il faut quand même souligner, parce que c'est un petit compliment, je ne pense pas que ça aille au-delà d'ailleurs, un petit compliment de Donald Trump à Zelensky et à l'armée ukrainienne. En réalité, ce qu'il faut souligner, c'est surtout les centaines de milliards d'euros ou de dollars prêtés par le contribuable européen, donnés par le contribuable américain sous une forme directe ou sous la forme d'équipement, et qui ne seront jamais remboursés par les Ukrainiens.
D'ailleurs, c'est une question qu'on va aussi creuser. Les prêts de l'Union européenne à l'Ukraine ne seront jamais remboursés. Mais on pourrait faire un micro-trottoir là-dessus. Je pense qu'aucun contribuable dans les rues de Paris ne sait que l'Union européenne a prêté de l'argent à l'Ukraine. Et Donald Trump, lui, il a pris la mesure, puisque dans toutes ses déclarations, une très importante d'ailleurs, peut-être la plus importante, c'est de relever lorsqu'il souhaite bonne chance aux Européens dans leur guerre contre les Russes, il leur dit évidemment l'OTAN va continuer, nous allons continuer à vendre des armes américaines à l'OTAN. Ce qui veut dire que pour Donald Trump, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'a pas changé de position. Joe Biden donnait des armes à l'Ukraine. Donald Trump a mis fin à ces donations. Donald Trump, qui œuvre pour les intérêts du peuple américain et de l'industrie américaine, des ouvriers américains, a changé la donne. L'industrie américaine de défense vend des armes à l'OTAN qui les donne à l'Ukraine. Ce qui veut dire, et quand on dit l'OTAN, en réalité, c'est les pays européens, pour être encore plus clair, les pays européens auront encore le droit d'acheter des armes américaines pour les donner, comme bon leur semble, aux Ukrainiens. Ça n'a pas changé. C'est un marqueur très fort, parce que si Donald Trump avait décidé de soutenir l'Ukraine, comme le prétend Zelensky, et les crétins des plateaux mainstream qui s'emballent sur les déclarations de Donald Trump, qui se font à chaque fois manipuler, qui tombent à chaque fois dans le panneau, Donald Trump aurait changé de position et aurait dit maintenant, pour la victoire ukrainienne, pour que l'Ukraine reprenne pied en Crimée, dans le Donbass et partout et aille sur le territoire russe, nous allons donner des armes à l'Ukraine, nous allons équiper, nous allons financer l'armée ukrainienne. Ce qu'il n'a pas dit. Là-dessus, il ne changera pas de position. Ce qui veut dire qu'il leur souhaite bonne chance, quelque part il les flatte, il joue avec leur ego, mais il ne fera rien pour que ça se réalise et pour que l'Ukraine gagne cette guerre et aille jusqu'en Russie, comme il le dit. Justement, Donald Trump a conclu ses déclarations en disant, je cite, « Quoi qu'il en soit, je souhaite bonne chance aux deux pays. Nous continuerons à fournir des armes à l'OTAN pour que celle-ci en fasse ce qu'elle en veut. Bonne chance à tous. » Comment est-ce qu'on peut vraiment interpréter finalement cette déclaration ? Quel message il veut faire passer là, concrètement ? Alors, par Zelensky et par les Européens qui ont besoin de manipuler la parole de Donald Trump ou qui ne la comprennent pas, j'ai toujours pas choisi entre les deux. On se demande si ce sont des manipulateurs ou des crétins ou des naïfs. Je n'ai toujours pas la réponse. Peut-être que c'est un mix des deux. En tout cas, qu'ils la manipulent ou qu'ils ne la comprennent pas, ils prennent cette parole pour essayer d'en faire un argument de propagande, d'abord pour leur propre population, pour expliquer qu'il faut continuer à financer l'Ukraine et que l'Ukraine peut gagner. C'est très important parce que les populations occidentales se sentent de moins en moins concernées par le conflit en Ukraine et par l'aide à l'Ukraine. On le voit dans les récents sondages qui sont sortis en France. Donc il faut continuer à agiter, je dirais, à regonfler le moral des troupes et de l'électorat et de l'opinion publique. Donc pour ça, les déclarations de Donald Trump leur sont utiles. Il faut rappeler d'ailleurs que pour Emmanuel Macron, la guerre en Ukraine est un jouet qui le met en scène aux yeux du monde. Comme d'ailleurs la reconnaissance de l'État palestinien, c'est un jouet au service de sa propre image et de son destin politique qu'il pense au moins européen, voire même plus. Et deuxièmement, il faut continuer aussi à essayer de rallier des États étrangers. Et je dirais, en récupérant les paroles de Donald Trump et en faisant comme si c'était un blanc-seing du président américain pour attaquer la Russie et que c'était la marche vers la victoire, ils essaient aussi de récupérer des positions qu'ils ont perdues au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en pensant que, je dirais, ces paroles créent un allant et une manipulation psychologique que des pays du Sud global vont pouvoir gober, ou des pays européens encore indécis, ou plutôt dans le camp de la Russie ou non alignés, vont pouvoir gober. C'est toujours le même raisonnement et le même postulat, c'est-à-dire Volodymyr Zelensky et les leaders européens pro-ukrainiens sont supérieurement intelligents et vont, s'ils disposent de quelques arguments et de la bienveillance de Donald Trump, réussir à manipuler tous les autres. C'est à mon avis une grosse erreur. Volodymyr Zelensky d'ailleurs a dit qu'il fallait que la Chine arrête d'aider.
Est-ce que Volodymyr, qui peut croire aujourd'hui sérieusement que la Chine va affaiblir son partenariat avec la Russie? Encore une fois, les crétins ou les menteurs peuvent le croire. Les gens sérieux qui font un peu d'analyse et qui prennent un peu de recul savent très bien que la Russie est arrimée à la Chine et qu'il est dans l'intérêt des deux pays de consolider ce partenariat. C'est d'ailleurs ce qui a été fait récemment avec l'annonce de la construction du gazoduc Force de Sibérie 2 qui va augmenter les capacités de fourniture en énergie de la Russie vers la Chine. Voilà, ça c'est concret. Le reste, c'est de la flûte, quoi. Ou du mensonge. Merci Charles pour ces précisions. On rappelle une dernière fois que notre dernier magazine est disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France. Important, indispensable, et c'est une aide concrète, donc à vos kiosques. Et le documentaire sur l'application Omerta. Absolument. Congo, les mines de sang. Merci Charles. Merci Julie, merci à tous.